a 1 an, Brigitte Adessan subvenait difficilement à ses besoins avec moins de 2 $ par jour. Aujourd'hui, elle vient de financer son premier projet immobilier. Je suis heureuse. Si j'avais un tambour, je danserais. La réussite de Brigitte a commencé ici, dans les champs de riz du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Depuis des décennies, les cultivateurs de riz ne pouvaient pas rivaliser avec l'importation de variétés bon marché. Mais un jour, le prix du riz importé a grimpé en flèche et le gouvernement a décrété une urgence alimentaire. Il a fait appel à des partenaires de développement comme le Fonds international de développement agricole de l'ONU afin de stimuler rapidement la production locale de riz. Cette décision allait redonner espoir à Brigitte et à des centaines de fermiers démunis. La crise alimentaire mondiale n'est pas forcément une catastrophe. Elle pourrait même offrir des opportunités économiques intéressantes. Les agriculteurs ont été encouragés à cultiver une variété de riz appelée Nerica, un croisement entre des variétés africaines et asiatiques qui mûrit rapidement. Il est plus résistant aux insectes nuisibles et nécessite moins d'eau. Pour Brigitte, le plus important, c'est le rendement. Avec seulement 1 hectare de riz Nerica, Brigitte a augmenté sa récolte de 1,5 à 6,5 tonnes de riz. Avant, l'agriculture rapportait peu, mais maintenant, avec le Nerica, je gagne beaucoup plus et je peux investir dans mon avenir. Ces nouveaux revenus lui ont déjà permis d'acheter des terrains pour cultiver de l'arachide, du soja et du maïs. Elle les stocke en attendant de les vendre lorsque les prix seront plus élevés et ses profits aussi. Au total, Brigitte affirme qu'elle a gagné 1 200 000 francs CFA, soit environ 2 000 $ US de bénéfices en une seule saison de récolte. Les gens sont impressionnés. Ils voient tout l'argent que je gagne et que je réinvestis dans d'autres affaires et ils veulent faire pareil. Ce projet immobilier est le plus grand projet économique de Brigitte à ce jour. Une fois les travaux terminés, elle pense qu'elle gagnera assez pour récupérer son investissement initial en à peine 2 ans. Et tout cela parce que le riz est devenu trop cher à l'importation. Les fabricants du riz Nerica affirment qu'avec le soutien nécessaire, les agriculteurs africains pourraient produire assez de riz pour satisfaire la consommation locale. Et des centaines de paysans pauvres comme Brigitte pourraient améliorer leurs conditions de vie. Voici l'histoire étonnante d'un pays qui se remet de la guerre. Sans accès à la mer, avec une forte densité de population et sans ressources naturelles, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il se remet difficilement de 15 années de guerre civile. Mais ici, un coup de pouce dans la bonne direction peut changer durablement la vie des gens, surtout lorsque le changement prend la forme d'une vache. Il y a 5 ans, Firmin et sa famille ont reçu un veau par l'intermédiaire du FIDA, une agence des Nations Unies qui soutient des projets de développement pour les petits agriculteurs. À mesure que son veau grandissait, la famille profitait des bienfaits d'une alimentation plus saine. Mais le veau n'était pas seulement un cadeau pour Firmin, c'était le début d'une chaîne de solidarité. La chaîne de solidarité, c'est un système de remboursement en nature. Celui qui reçoit une vache est obligé de rembourser le produit de la naissance. Ainsi, Firmin fit don du premier veau à la communauté locale qui décida du bénéficiaire suivant. Ils choisirent Marie-Thérèse qui accueillit ce veau à bras ouverts. Il allait lui permettre de compléter les maigres revenus de sa récolte de haricots. La chaîne continua de croître. La vache de Marie-Thérèse donna naissance à un veau et le comité local décida qu'il serait donné à Félicienne, l'une des milliers de veuves de guerre. Avant la guerre, mon mari travaillait pour subvenir à nos besoins. La guerre m'a pris mon mari et a fait beaucoup de veuves et d'orphelins qui ont du mal à s'en sortir. Félicienne décida de vendre le veau pour acheter une vache Nkolé, une race rustique locale qui nécessite moins de soins. Depuis que j'ai reçu cette vache, je peux fertiliser mes terres et produire plus de nourriture. Alors ma vie s'améliore.
La vache a toujours symbolisé la richesse de la famille. C'était vraiment celui qui possédait une vache était considéré comme une personne riche. Si un ménage donnait à un autre ménage une vache, c'était un lien qui les unissait et qui ressemblait à un lien de sang. Grâce à sa vache, Firmin est aujourd'hui l'un des membres les plus riches de sa communauté. Ma vache m'a permis de construire une maison en briques et d'installer l'électricité dans ma maison. Grâce à la vente du lait, j'ai commencé à épargner et maintenant j'ai presque 1 500 $ à la banque, ce qui va me permettre d'ouvrir une boutique en ville. Lorsque sa vache a donné un autre veau, il s'est associé à son voisin Claver. Maintenant, ils profitent tous deux d'un projet qui a commencé avec 600 vaches et qui a touché plus de 10 000 familles dans le pays. Aujourd'hui, des communautés entières se rassemblent pour accueillir chaque nouveau maillon dans la chaîne de solidarité. Dans ce pays déchiré par la guerre, la lutte contre la pauvreté est synonyme de soutien à la paix. Nous sommes au cœur de la région aride du Ghana, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les gens qui vivent ici ont une chance d'échapper à la pauvreté grâce à une industrie qui génère 20 millions de dollars par an. Ce sont les arbres de karité. Et même si aucun d'entre eux n'a été planté par l'homme, ils sont à l'origine du beurre de karité, la graisse extraite de la noix. Ici, les marchés regorgent de noix et de beurre de karité. Il est souvent utilisé dans les crèmes et les cosmétiques haut de gamme. Ce commerce en plein essor repose sur un travailleur mal aimé, les roussettes, la plus grande espèce de chauve-souris. Beaucoup d'arbres de karité ont pour origine des graines disséminées par les chauves-souris. Personne ne les plante car il faut attendre pour en retirer les bénéfices. Le karité met environ 30 ans pour arriver à maturité. Cela dissuade les gens d'investir dans la culture d'arbres de karité, car s'il faut planter un arbre et attendre 30 ans avant d'en profiter, c'est presque impossible. Mais les chauves-souris n'arrêtent jamais leur travail. Elles plantent toujours plus d'arbres. Ce travail bénévole des chauves-souris est à la base de l'ensemble de l'économie régionale et le commerce du beurre de karité pourrait bientôt transformer la vie de millions de Ghanéens grâce au goût insatiable du monde entier pour le chocolat. Au niveau mondial, l'industrie du chocolat représente 74 milliards de dollars par an. Le chocolat est encore fabriqué à partir de la fève de cacao, mais la demande croissante et l'instabilité politique des régions où le cacao est cultivé ont entraîné une pénurie du beurre de cacao que le beurre de karité est en train de combler. Ce commerce prospère repose sur les chauves-souris. Mais en Afrique de l'Ouest, où le gibier est très apprécié, elles sont tuées pour leur viande. La viande de chauve-souris est un délice. Vous en trouverez sur tous les marchés du pays. Elles sont chassées tous les jours. Vous en verrez toujours dans les arbres près des hommes et les enfants leur jettent souvent des pierres. Pour les amis des bêtes, ça ressemble à de la persécution. Et pour les gens qui veulent se nourrir pour des raisons économiques, c'est bien de la nourriture. C'est un mépris pourtant flagrant des lois de protection des animaux, car les chauves-souris sont une espèce protégée. Le sort des roussettes du Ghana n'inquiète pas seulement les amoureux de la faune. Si une chauve-souris morte vaut environ 60 cents US pour sa viande, la valeur économique d'une chauve-souris vivante dans la nature est de plus en plus évidente. Les chauves-souris vivantes représentent un maillon caché mais vital dans l'industrie du karité en pleine croissance. Chacune agit en dispersant des graines de karité dans le nord aride du pays. Elle contribue ainsi à la plantation de la prochaine génération d'arbres de karité. La fièvre de la côte orientale, un des plus anciens cauchemars des éleveurs d'Afrique de l'Est, est une maladie animale semblable au paludisme chez l'homme. Cette maladie peut exterminer la majeure partie d'un troupeau en moins de 3 semaines. Chaque année, elle entraîne des pertes de centaines de millions de dollars, et tout ça à cause d'un parasite transmis par une tique. La plupart des gens sont répugnés à la vue de tiques suceuses de sang, mais Esther Kanduma, une étudiante de 3e cycle du Kenya, n'est pas facilement dégoûtée. Les tiques sont sa spécialité, elle étudie leur diversité génétique.
Cette étude comprend la collecte de tiques provenant de différentes zones agroécologiques du Kenya. Je voyage sur la côte Est, dans des zones où la fièvre est un réel problème. Je fais glisser un drap sur les pâturages et habituellement, durant la saison humide, beaucoup de tiques se fixent sur le drap. Sur le bétail, elles préfèrent se loger sur l'oreille. Ole Kiret, district de Kajiado, au sud du Kenya, l'un des points chauds de la fièvre de la côte orientale. Tourere Ole Kitipa, un sage Maasai qui élève 150 vaches et 300 chèvres, raconte comment cette maladie a été le fléau de sa vie. Pendant longtemps, le problème était si grave que si vous aviez 50 vaches, seule une vingtaine survivaient. Nous venons tout juste de découvrir qu'il s'agit d'une infection, qu'il existe un traitement, et nous l'appliquons. L'infection accompagnée de son traitement représente un vaccin de première génération. À ce jour, il a été très efficace pour immuniser le bétail, mais c'est un processus coûteux et difficilement disponible au Kenya. Entre-temps, la recherche d'Esther permet de mieux connaître les tiques qui transmettent la fièvre de la côte orientale. Elle travaille au BK, un institut financé principalement par l'Agence canadienne de développement et la fondation Syngenta pour une agriculture durable. L'Institut BK est devenu un centre névralgique pour les scientifiques africains dont les recherches portent sur les vaccins pour le bétail et les cultures résistantes à la sécheresse et aux maladies. Sejenet Kelemu, le directeur de BK, explique comment l'Institut contribue à limiter la fuite de cerveaux africains en évitant aux scientifiques d'aller en Europe ou aux États-Unis pour la recherche. C'est un grand moment pour la science africaine en particulier, en raison du changement climatique, de la sécheresse et de la crise alimentaire. Je pense que ces problèmes ont poussé les décideurs politiques à s'intéresser davantage à l'agriculture et à la recherche de nouveaux outils pour améliorer l'agriculture. De la même façon, de nombreux donateurs ont aussi cherché à encourager les scientifiques africains à trouver des solutions aux problèmes qui touchent leur région et leur peuple. Celle-ci est morte à cause de la pyrale verte. Maintenant, plus de récolte. Dans cet état, personne n'en veut. Japhet Moi Matia et sa famille ont une ferme de 8 hectares dans le village de Kasuvi, au Kenya. Il consacre la moitié de ses terres à la culture du maïs, l'aliment de base des Kenyans. Mais il doit mener un véritable combat pour obtenir une bonne récolte, car un insecte nuisible, le foreur de tiges, fait des ravages. Non seulement dans son domaine, mais dans tout le Kenya. Les foreurs de tiges sont un grave problème. Et selon notre propre enquête, nous savons que les foreurs de tiges engendrent une perte d'environ 14% en moyenne, soit 400 000 tonnes de maïs par an. Cela correspond à peu près au volume des importations de maïs du Kenya chaque année. Je pense que tous les agriculteurs kenyans savent que sans pesticides, ils ne peuvent espérer faire d'aussi bonnes récoltes. Si l'on veut obtenir de bons résultats, il faut appliquer le traitement 2 fois. Mais ça coûte très cher, c'est beaucoup d'argent. Pour un petit agriculteur qui vit avec 800 shillings kenyans par jour, le pesticide qui coûte 2000 shillings par litre et par hectare est exorbitant. Tous les regards sont maintenant tournés vers Kiboko, où des recherches sont menées pour élaborer de nouvelles variétés de maïs résistants aux insectes. Le Centre international d'amélioration du maïs et du blé et la Fondation Syngenta pour une agriculture durable ont décidé d'utiliser les méthodes classiques pour créer des maïs qui résisteront mieux aux foreurs de tiges. Kiboko est également un centre de recherche en biotechnologie pour d'autres variétés de maïs. Le Kenya est le premier pays africain à accepter la commercialisation d'organismes génétiquement modifiés. Mais la loi, adoptée en février 2009, a été vivement critiquée par la presse et la société civile. Nous sommes encore en pleine crise alimentaire. Les prix des denrées alimentaires ont très fortement augmenté, mais la demande reste forte car l'offre est faible. Nous devons absolument stimuler notre production alimentaire. Le Kenya souffre encore d'une pénurie alimentaire telle qu'il doit demander de l'aide de l'extérieur. Certains agriculteurs affirment que ce maïs pousse plus vite et nécessite moins de pesticides. Ils attendent d'être homologués par le Bureau kényan des normes afin de pouvoir faire affaire avec les groupes semenciers.
Japhet va lui aussi utiliser la nouvelle variété de maïs. Pour l'instant, il gagne en moyenne 60 000 shillings par an. Mais il compte sur le nouveau maïs pour lui apporter des changements spectaculaires. J'ai l'intention de gagner un demi-million de shillings. Pius Ngugi est un magnat de l'industrie au Kenya. Ses activités vont des sociétés automobiles au moulin à café. Mais c'est son usine modèle de transformation de noix, la Kenya Nut Company, qui est le centre de toutes les attentions. Tout a commencé dans les années 60 avec la chute des prix du café sur le marché mondial. Le Kenya était l'un des principaux producteurs de café, donc pour compenser les pertes de revenus, le gouvernement décida d'encourager les agriculteurs à cultiver la noix la plus chère du monde, la macadamia. Nous avons lancé cette industrie à partir de rien. Nous avons fait des recherches et avons trouvé les bons semis. Nous les avons produits et les avons donnés aux agriculteurs gratuitement. En 1972, M. Ngugi décida de planter des noix de macadamia en plus du café. Aujourd'hui, il possède 1150 hectares de la précieuse noix et 600 hectares de café. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le premier obstacle est apparu peu après la première récolte de noix de macadamia. Il n'y avait pas de marché pour cette noix. Il n'y avait tout simplement pas d'acheteurs. Le gouvernement n'était pas en mesure de nous les acheter et nous n'avons pas réussi à vendre nos noix sur le marché mondial. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Je me suis adressé au gouvernement et il m'a soutenu dans la construction d'une petite entreprise de transformation. En 1974, M. Ngugi a fondé son entreprise avec l'aide du gouvernement et d'investisseurs japonais. La petite entreprise s'est développée très rapidement avec la culture de noix biologiques, la transformation, l'ajout d'autres noix comme les noix de cajou, le conditionnement et l'exportation sous la marque Out of Africa. La Kenya Nut Company produit actuellement 1000 tonnes de noix de macadamia, emploie 2500 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de shillings kenyans. L'usine est devenue une référence et même ses concurrents d'Afrique du Sud viennent demander conseil. Leur usine est incroyablement propre, ordonnée et bien organisée. Nous allons voir si nous pouvons mettre en place le même genre de chaîne. Notre traitement est différent et nous utilisons d'autres types de concasseurs. Les nôtres produisent des morceaux plus petits que les leurs, mais leur méthode a un très fort potentiel. Ce serait vraiment bénéfique de pouvoir l'adopter. Le Kenya est le 5e producteur de noix de macadamia au monde et la Kenya Nut Company se classe dans les 3 premiers. Pius Ngugi est particulièrement fier du revenu régulier que sa société génère pour les 10 000 petits agriculteurs qui vendent leurs noix à son usine. Monsieur Ngugi doit encore surmonter les obstacles au commerce et les droits de douane sur les marchés mondiaux. Avec un meilleur accès au marché, il pourrait augmenter sa capacité d'exportation. La solution serait que les pays développés ouvrent leur marché aux pays africains ou en développement afin de faire jouer la concurrence sur un pied d'égalité. Nous ne voulons pas recevoir d'aide, juste avoir des partenaires commerciaux. Nous gagnerons ainsi notre vie et nos partenaires gagneront eux aussi de l'argent. Tout le monde sera gagnant. Sukaumbu, une agricultrice biologique autodidacte, s'est entendu dire qu'elle ne trouverait jamais au Kenya de débouchés pour les produits biologiques. Seuls les Européens semblaient s'y intéresser. Sue leur a démontré le contraire. Elle a non seulement ouvert le premier magasin bio au Kenya, mais elle distribue ses produits jusque dans l'un des plus grands supermarchés de Nairobi. Elle espère s'étendre à 3 autres magasins au cours des 6 prochains mois. L'alimentation biologique n'est pas réservée aux nantis. En mars 2008, après la crise qui avait éclaté dans le pays suite aux élections, un groupe d'ex-détenus, le groupe de réforme de la jeunesse, a contacté Sue pour transformer une décharge en ferme. Le terrain était au beau milieu de Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique subsaharienne. Après les violences post-électorales, nous pouvions nous retrouver sans nourriture pendant 4 jours. On avait de l'argent, mais pas de nourriture. Ça a été très difficile pour nous. Nous, les membres du groupe de réforme de la jeunesse,
Nous nous sommes réunis et avons décidé d'enlever la décharge d'ici pour créer une chamba, une ferme. Au début, ils étaient réticents. On ne peut rien faire pousser à Kibera, ce n'est pas possible. Mais nous leur avons prouvé que si, on peut faire de l'agriculture urbaine à Kibera. Mais ça n'a pas été si facile. Sue n'avait jamais été à Kibera et elle avait peur. La tâche était énorme. La décharge mesurait 3 mètres de haut, le sol dut être contrôlé car il contenait des niveaux élevés de zinc et de plomb. Les analyses ont prouvé que la terre ne représentait pas de danger pour la santé, alors Sue décida de les aider, mais à une condition. Ils devaient suivre les principes de l'agriculture biologique. Je n'en revenais pas, il y avait des ordures partout. Il a fallu 2 semaines aux garçons pour déplacer les ordures. On nous a conseillé de planter des tournesols avec les autres cultures. Ils absorbent une bonne partie du zinc. Ensuite, quand on arrache les tournesols, il suffit de les détruire. Ils ne sont pas consommés, les graines non plus d'ailleurs. 3 mois après les plantations, le groupe a commencé à vendre les légumes. En 1 mois, ils ont gagné 2300 shillings. Mohamed raconte que les gens de Kibera achètent les produits biologiques principalement pour des raisons de santé. Pour Sue, des parcelles comme celle-ci peuvent être la solution face au chômage et à la hausse des prix. Tant que c'est bio, c'est une bonne idée. Notre gouvernement est en train de donner son accord pour laisser des produits génétiquement modifiés entrer dans le pays. La révolution verte va se répandre en Afrique. Nous avons un peu peur parce que nous savons ce qui s'est passé en Inde, où les sols sont épuisés et où de nombreux agriculteurs asiatiques se sont suicidés. Nous ne voulons pas que ça se produise ici. Il faut réfléchir aux conséquences sociales et environnementales avant de s'engager dans cette voie. Nous allons continuer dans cette direction, mais il est clair que pour les entreprises et pour les agriculteurs, la production biologique au Kenya n'en est qu'à ses débuts. Dans un monde qui réclame des solutions à la crise alimentaire, les plus pauvres et les plus fragiles sont les plus exposés. Au Malawi, en Afrique centrale, où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, une organisation tente de démontrer comment l'un des plus anciens aliments pourrait être une solution. Dans un pays comme le Malawi, où les parcelles de terre sont de petite taille, la pêche présente un réel avantage. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand terrain pour gagner sa vie. Un étang de pisciculture donne une alimentation de très bonne qualité. Les communautés se regroupent pour mettre en commun les ressources nécessaires à sa construction. Un étang procure également de l'eau et de l'engrais pour les cultures et représente une sécurité alimentaire en période de sécheresse. Le Malawi est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. Avec 90% de la population vivant dans des zones rurales, l'amélioration de la qualité alimentaire et l'approvisionnement est prioritaire. J'ai plusieurs parcelles de riz que j'associe aux étangs de pisciculture. Maintenant, je peux nourrir ma famille avec du poisson et du riz. Ainsi, les étangs nous fournissent une meilleure alimentation, un meilleur revenu, et j'encourage tout le monde à avoir un étang. En associant un étang à ses activités agricoles traditionnelles, un agriculteur peut multiplier ses revenus par 6. Partout au Malawi, une révolution bleue est en cours. C'est une transformation qui apporte également des réponses à la pandémie de VIH qui balaie l'Afrique et qui a déjà fait plus de 25 millions de victimes. En 2010, l'espérance de vie au Malawi sera d'à peine 30 ans. Les étangs de pisciculture aident les victimes du VIH et leurs familles en leur procurant une source facilement accessible de protéines de meilleure qualité. Comme le dit le vieux proverbe chinois, si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
La survie de Madou Koulibaly et de sa famille dépend du prix du millet. Il possède une ferme de 15 hectares à Fambougou, un petit village de la région de Ségou au centre du Mali. Il cultive le sésame et le millet, l'alimentation de base dans les régions rurales. Des années sont bonnes, d'autres pas. Mais pour Madou, le principal problème réside dans le prix du millet et dans sa commercialisation. Chaque jeudi, les paysans apportent leur récolte de millet au marché du coin à Saint-Zana et la vendent à des intermédiaires qui fixent eux-mêmes les prix. Les paysans n'ont pas leur mot à dire et ça fâche Madou. Ce système est une contrainte pour les producteurs. Généralement, le prix est fixé par le vendeur. C'est seulement dans le cas des céréales que l'acheteur fixe le prix. Les producteurs ne peuvent pas fixer les prix. Ce sont ceux qui disposent de l'argent qui ont le pouvoir. Ce sont eux qui doivent alors fixer les prix. L'acheteur intermédiaire achète le kilo de millet 125 francs CFA aux paysans. Il le vend 135 aux grossistes, qui le revend 165 aux détaillants. À la fin, le kilo de millet peut être vendu jusqu'à 200 francs CFA sur les marchés en ville. Avec la libéralisation, le commerçant vient et fixe ses conditions. Mais ce qui peut nous aider dans ce sens-là, c'est d'avoir des organisations paysannes fortes, bien structurées, avec une forte capacité. Oui, si nous faisons de très bons stocks, dans de bonnes conditions, très propres, nous disons voilà, notre stock est là, on ne vend pas avant telle période. En ce moment, c'est nous qui allons dicter notre prix aux commerçants. À Fambougou, la fondation Syngenta a bâti un entrepôt pour stocker les céréales, ce qui permet aux paysans de vendre à de meilleurs prix. Désormais, les acheteurs privés viennent directement au village pour acheter le millet, ce qui permet de réduire les frais de transport. Fambougou fait partie d'une association de paysans, Fasojigi, ce qui signifie « espoir du pays » en bambara. Fasojigi stocke la majeure partie du surplus des récoltes et le vend quand les prix sont plus attractifs. Afin que les paysans ne vendent plus leur production à des prix dérisoires en temps de crise, l'association les aide aussi à obtenir des crédits. Madou est d'accord, une association de paysans forte, c'est ça la solution. Fasojigi joue un grand rôle dans la commercialisation du mil dans notre zone. En effet, après la collecte de Fasojigi, les producteurs restent avec très peu de mil qu'ils pourraient vendre à un prix bas sur le marché. S'il n'y avait pas cette collecte par Fasojigi, le prix du mil sur le marché resterait toujours très bas. C'est un grand avantage d'avoir Fasojigi. Un pays déchiré par 16 années de guerre civile, les inondations et la famine. Une campagne infestée de mines non explosées, des industries en ruine. Voici le Mozambique, un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi un pays riche en ressources naturelles. Une usine comme celle-ci fournissait du travail à 1 millier de personnes. Ça signifie que beaucoup de personnes et de familles ont perdu leur emploi lorsque ces industries se sont effondrées. Et comme la pêche est une activité libre d'accès, elle est devenue une solution alternative. Le Mozambique a l'une des meilleures qualités de pêche et l'une des plus variées au monde. Lorsque l'intérieur du pays a été ravagé par la guerre, de nombreuses personnes se sont réfugiées sur la côte. Sur cette plage, 12 000 personnes dépendent de la pêche, mais les ressources diminuent. Pour Paulino Cincano, le leader de la communauté, le plus gros problème venait de la flotte de pêche industrielle. Avant, quand les pêcheurs sortaient en mer, ils croisaient les navires industriels qui déchiraient complètement leurs filets. Et nous ne pouvions rien faire. Les choses ont changé depuis que le FIDA, une institution des Nations Unies qui soutient les projets de développement, a aidé les villageois à mettre en place une coopérative qui a mis la pression sur le gouvernement pour négocier avec les industriels. Il y a une vraie division à présent. Nous avons défini des zones de pêche.
Par exemple, les petits pêcheurs peuvent pêcher jusqu'à 5 km en mer. Au-delà de 5 km, c'est le territoire de la pêche industrielle. Nous avons résolu le problème. Les projets de pêche se concentrent généralement sur l'augmentation des prises, mais celui-ci a adopté une approche différente. Sa devise est « Si vous prenez soin des pêcheurs, ils s'occuperont des poissons ». Ainsi, en plus du nouvel hôpital et de l'école, les pêcheurs ont reçu de puissants bateaux à moteur. Un nouveau magasin vend maintenant du meilleur matériel. Une fabrique de glace a été créée pour conserver le poisson et le transporter à la ville. Les pêcheurs attrapent maintenant du poisson de haute qualité qu'ils peuvent vendre à un meilleur prix. La vie s'est nettement améliorée. Personne n'aime vivre dans la pauvreté. Lorsque la vie de ces gens s'améliore, en tant que fils de pêcheur, originaire de la côte, je suis vraiment enthousiaste. Je suis heureux. Je suis satisfait. Yacouba Sawadogo est agriculteur au Burkina Faso. Il se passionne pour sa forêt. Elle est toute sa vie. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années. À l'époque, le Burkina Faso connaissait une grande famine qui s'étendait jusqu'au Mali. Il ne pleuvait pas du tout et les gens ont commencé à fuir. Je travaillais sur le marché et j'ai aussi pensé à fuir. Alors je me suis dit que je ne valais pas mieux que ceux qui partaient. J'étais commerçant, mais j'ai cessé de travailler. À l'époque, je pouvais gagner entre 700 000 et 800 000 francs CFA par jour. Durant les 3 années qui suivirent, Yacouba cessa de travailler pour réfléchir à une manière de vivre de la terre. Puis, il mit en pratique une technique agricole traditionnelle appelée zaï pour la réhabilitation des terres dégradées. Les agriculteurs du Burkina Faso utilisaient cette technique depuis longtemps, mais Yacouba l'améliora en creusant plus profond et dans le sens de l'écoulement de l'eau. Au début, son objectif était de produire plus de céréales, mais il constata que de nombreuses espèces d'arbres poussaient spontanément sur ces terres. Il protégea les arbres et en quelques années, ces terres arides s'étaient transformées en 12 hectares de forêt. Aujourd'hui, il étudie les propriétés médicinales des arbres. Quand je viens ici, je me dis toujours que je dois partir, mais midi arrive et je suis encore là. Je suis tellement absorbé, tellement emballé par la forêt que je n'arrive pas à partir. Je vois tant de choses extraordinaires ici. La technique de Yacouba s'est largement répandue. À quelques centaines de kilomètres de là, dans le Niger voisin, les femmes d'une association de veuves ont changé leur vie à l'aide de son système de zaï qu'elles appellent Tassa. Elles ont transformé 2000 hectares de terres arides et abandonnées en champs fertiles. Nous avons été formés il y a 16 ans. Nous avons aménagé la terre et déplacé des tonnes de pierres pour y arriver. Une fois le travail terminé, on a distribué les terres. Chaque femme a reçu une parcelle dont elle est devenue propriétaire. Nous avons appris à faire des tassas et à utiliser le fumier. On nous a conseillé de creuser le sol en respectant l'écoulement de l'eau. Le petit amas de terre détourne l'eau dans le trou et quand le mil pousse, il se développe vite et bien. Nous avons peu de désherbage à faire, c'est donc moins fatigant. Manuel Géracol cultive du cacao sur l'île de Sao Tomé. Il a beau être à 230 km au large de la côte de l'Afrique de l'Ouest, il est tout de même tributaire d'une nouvelle économie mondiale guidée par les préoccupations des consommateurs au sujet des aliments et de leur mode de culture.
Manuel cultive du cacao biologique. Et lorsque les fèves sont fermentées et séchées, et grâce à une coopérative de Lille, il les vend à des acheteurs en Europe prêts à payer le prix du commerce équitable. Dans le passé, j'arrivais à vendre mon cacao à 2000 dobras. Maintenant, je vends ma production biologique à 5000 dobras. La demande du consommateur pour du chocolat biologique qui respecte le commerce équitable contribue à relancer tout un secteur de l'économie ici. Le territoire de Sao Tomé et Principe a été l'un des plus gros producteurs mondiaux de cacao. Mais dans les années 1990, après une série de réformes agricoles qui ont entraîné le démantèlement de plantations étatiques comme celle-ci et la division des terres entre les travailleurs, la production a chuté de façon spectaculaire. Le coup de grâce fut donné en 1998 lorsque les prix mondiaux du cacao se sont effondrés et de nombreux agriculteurs ont totalement abandonné leurs terres. Au plus fort de la crise, le FIDA, le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole, proposa une idée qui offrait une lueur d'espoir à des centaines d'agriculteurs. Quand nous avons commencé à parler du cacao biologique et de ses avantages, l'ambiance a changé. Le FIDA invita Kaoka, une société française spécialisée dans le chocolat biologique, à Sao Tomé pour évaluer le secteur du cacao. Aujourd'hui, 1400 agriculteurs produisent environ 300 tonnes de cacao biologique par an, entièrement acheté par Kaoka qui garantit une prime en plus du prix du marché et un prix minimum au cas où le secteur du cacao venait à s'effondrer à nouveau. Grâce à un revenu sûr, des agriculteurs comme Manuel sont revenus dans leurs fermes et d'anciennes plantations étatiques comme Santa Clotilde sont en train de renaître pour former des communautés. J'aimerais construire un meilleur foyer où mes enfants peuvent grandir et être heureux. Le souhait de Manuel pourrait bien se réaliser. Kaoka veut acheter 75% de cacao biologique en plus et d'autres acheteurs internationaux sont également prêts à participer. Voici le Sénégal, un pays où les gens quittent les campagnes en masse pour les villes. La plupart ne trouvent pas de travail et certains sont amenés à prendre la mer dans de frêles embarcations pour atteindre l'Europe. Un nombre incalculable périssent dans la tentative. Mais dans un coin reculé du pays, il existe une méthode de développement rural qui parvient à retenir les personnes dans les villages. Dans la région de Ndem, l'une des plus pauvres du Sénégal, les choses se sont inversées. Ici, les villageois suivent les enseignements d'Ibrahima Fall, un mystique soufi décédé en 1930. Aujourd'hui, leur chef spirituel est Serigne Babacar. La philosophie Baye Fall, c'est la philosophie du travail, parce que le travail est une forme d'adoration et par conséquent, ça revêt un caractère très important dans la philosophie Baye Fall, qu'on appelle aussi la mystique du travail. La communauté prospère non seulement grâce au travail acharné, mais aussi grâce à l'adoption de nouvelles méthodes pour lutter contre la sécheresse et la pauvreté des sols. L'association des villageois d'Ndem a initié un programme de formation en maraîchage, en technique de maraîchage biologique, au bénéfice de 8 villages. Chaque village envoie 3 bénéficiaires à raison de 2 femmes et d'un homme pour apprendre maintenant à produire des cultures, des légumes maraîchers. La base de cette formation maintenant est biologique, donc utilisation maintenant des matières organiques. Le mode d'arrosage utilisé maintenant est le goutte à goutte dans le souci maintenant d'économie d'eau, compte tenu maintenant de la nature des nappes au niveau de la zone. Aujourd'hui, 15 villages collaborent avec la communauté Baye Fall, fournissant du travail à plus de 350 personnes. La plupart travaillent avec des produits textiles de la communauté. Leur connaissance des textiles leur a permis de créer une ligne de vêtements et d'accessoires. Sous la marque Maham Samba, ils envoient leurs produits à travers le monde avec 150 points de vente rien qu'en France. Pour Serigne Babacar, leur communauté n'est pas une exception et le modèle peut être reproduit partout sur le continent. Parce que la seule chose, à mon avis, qui peut permettre à une population de prendre confiance et de se sédentariser dans un endroit donné, eh bien, c'est de trouver les réponses, en tout cas de base,
en rapport avec les besoins économiques et sociaux. Voilà. Et je pense qu'au Sénégal, il y a beaucoup de potentialités. Et aussi, tous les jeunes qui sont dans les villes, etc., ils viennent de la campagne. Alors si ces jeunes retournent dans les villages, enfin des étudiants, des ingénieurs, des docteurs, etc., tout ça, c'est des gens qui pourraient éventuellement organiser, aider, contribuer pour permettre en tout cas à ces villages de valoriser justement les choses déjà existantes.